Bonjour à tous, très heureux d'être là sur l'art de lire, c'est du bonheur. Nous sommes à Otaouyoutouyé dans un salon du livre magnifique, rempli de bonheur. L'art de lire, c'est important et on va le redécouvrir justement avec Bernard Minier, notre invité. Bonjour Bernard, comment allez-vous? Très bien. En pleine forme? Ouais, un petit peu chaud, mais Un peu chaud, tout va bien. mais on va pas se plaindre de la température. Non, mais je venais en Normandie pour avoir un peu de fraîcheur. J'ai quitté ma région parisienne et finalement il fait aussi chaud qu'en région parisienne. Donc, Et pourtant, vous avez des origines espagnoles. oui, un petit peu. Oui. Un petit peu, donc la chaleur, vous connaissez. Oui, oui, bah, en plus je suis né à Béziers. Donc, oui, C'est pour ça, j'allais vous dire, Béziers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu, puisque vous avez fait vos études aussi après à Tarbes et à Toulouse, quels souvenirs vous avez Alors, de cette période? alors, des études fort peu glorieuses, puisqu'il n'en est sorti aucun diplôme. Donc autant dire, à part peut-être une spécialité boîte de nuit, j'étais pas très très brillant. Ou surtout j'étais pas très volontaire. Mais Béziers, j'ai fait qu'y naître, donc voilà, ça sort vite fait. En revanche, j'ai passé toutes mes vacances d'été pendant des années au bord de la Méditerranée. Donc voilà, c'est une région que je connais bien, que j'apprécie évidemment. Plutôt l'arrière-pays, moi, que le littoral, Ouais. surtout en plein été quand il y a plein de monde. Mais moi, j'ai grandi au pied des Pyrénées. En réalité, je suis arrivé dans les Pyrénées très tôt. J'ai passé les 17 premières années de ma vie dans les Pyrénées. Et d'où glacé, d'où plein de choses, d'où Servaz, d'où les policiers de Toulouse. Et justement, une carrière dans l'administration des douanes. Alors Ouais. ça, comment c'est arrivé directement ce parcours d'arriver dans l'administration des douanes? Bah, comme tout le monde, hein, il faut bien gagner sa vie. Ouais. Donc bon, j'ai passé les concours de l'administration, il y avait les douanes, il y avait les impôts, il y avait le trésor. Le premier qui est sorti, c'était les douanes. Je suis allé dans les douanes. Autant dire que ce n'était pas vraiment une vocation à la base. Après, après j'ai rencontré des gens formidables dans les douanes. Et puis, les douanes, c'est pas le cliché du gars en uniforme à la frontière qui demande si vous avez quelque chose à déclarer. Non, il y a plein de métiers dans les douanes, il y a des spécialistes de plein de choses. Il y a une diversité. De tous les trafics possibles et imaginables. Et Dieu sait que les trafiquants ont de l'imagination. Donc il y a vraiment des métiers très différents les uns des autres. Mais au départ, c'était un gagne-pain. Je rentrais dans l'administration comme j'aurais pu rentrer dans n'importe quel autre. Mais les douanes de l'époque, parce que vous aviez 25 ans? Ouais, c'est ça. Oui, 25 ans, 24 24 ans à la douane. Oui. Est-ce que la douane de maintenant, c'est différent? J'en sais rien, j'y sais plus. Donc, Même, ah oui, il n'y a plus du tout de contact. quand je l'ai quitté, alors si, en général, je ne peux pas faire un salon sans qu'il y ait au moins un ou deux douaniers qui se présentent, mais ça s'arrête là. La douane d'aujourd'hui, je ne la connais pas. Moi, j'ai quitté la douane en 2010-2011, quand le glacé est sorti. Déjà, ça avait beaucoup changé. Il y avait l'informatisation, etc. Moi, j'ai connu quand même une douane où, à l'époque, les ordinateurs portables n'existaient pas, les ordinateurs domestiques n'existaient pas. Et pour faire, on gérait déjà, on rentrait on avait des programmes informatiques et tout, mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les dactylocodeuses. Oui. C'est-à-dire, nous, on remplissait des cases, et ensuite, il y avait les dactylocodeuses qui rentraient tout ça dans l'ordinateur. C'est la préhistoire, en gros, quoi. Ah, totalement. Ah, mais c'est une histoire de dinosaures, on a l'impression que c'était. Mais c'est pas si vieux, en fait, puisque moi, j'ai connu ça. Bon, je suis pas jeune non plus, mais oui, la douane, je pense qu'aujourd'hui, ça a dû énormément évoluer, parce que par rapport à mon époque à moi, aujourd'hui, on est tous très conscients que les trafics, et en particulier le trafic de drogue, a littéralement explosé. Aujourd'hui, on est un tsunami de. Une catastrophe. C'est absolument catastrophique. Dans les ports français comme dans les ports belges, dans les ports hollandais, dans les ports espagnols, on a vraiment une avalanche de drogue qui arrive. C'est devenu le trafic. L'ouverture avec les frontières? Non, je pense que c'est juste qu'ils se sont développés de plus en plus, que l'économie criminelle est de plus en plus importante et qu'aujourd'hui c'est devenu totalement incontrôlable. On est confronté à un phénomène qui dépasse tout et qui dépasse surtout les États. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le travail dans les douanes aujourd'hui doit être extrêmement compliqué par rapport à l'époque que j'ai connue moi. C'est une différence totale. Alors on va revenir sur une révélation de l'écriture lorsque vous écoutez l'histoire de Robinson Crusoe. Ouais. Racontez-moi cette petite histoire avec Bob. Alors en fait, c'était en fin d'année scolaire, ça doit être en fin de CM2 ou en fin CE2, pardon, ou fin de CM1. Fin d'année scolaire, on avait une maîtresse remplaçante, le programme était terminé, on était au mois de juin, il faisait très chaud et on n'avait plus rien à faire, donc il fallait bien occuper
les élèves que nous étions. Et cette maîtresse remplaçante a eu la bonne idée de nous lire à voix haute, donc Robinson Crusoe. Et pour moi, ça a été une révélation absolue. Ça a été la révélation. Ce texte merveilleux, j'ai trouvé que cette histoire était fascinante et la façon dont elle était racontée l'était aussi. Et j'ai tout de suite eu envie de faire ça, de raconter des histoires. Celle qui fait peur à la fois? Alors à l'époque, Robinson Crusoe, c'était pas totalement le côté... ouais. Mais c'était... Moi, j'avais trouvé passionnant cette histoire de cet homme qui se retrouve rejeté sur une île totalement seul, qui, à partir du peu de choses qu'il a, qui se reconstruit une forme de mini-société, en tout cas de chez soi. Et en plus, cette maîtresse remplaçante, alors j'ai oublié complètement, mais elle devait être tellement bonne lectrice qu'on était tous happés par cette histoire. Et quand j'ai vu comment on était tous en apesanteur, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que j'avais déjà l'idée en fait, il y avait une idée qu'on a sans doute tous les auteurs, et que j'avais moi, c'est que je voulais toujours être le plus malin, celui qui attirait l'attention, celui qui attirait la lumière. Vous avez besoin de ça à l'époque? Déjà, ouais, quand j'avais 10 ans ou même avant. Et donc je me suis dit, tiens, ça c'est quand je voyais comme tout le monde écoutait cette maîtresse remplaçante, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut raconter des histoires et là tout le monde t'écoute. Et c'est formidable parce que dans la vie courante, quand on est au restaurant, qu'on a des discussions entre nous, entre auteurs, etc., même avec des amis, je ne suis pas forcément celui qu'on va écouter en premier. Mais quand je raconte mes histoires, je sais que tout le monde m'écoute. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est beau. Et c'est un petit peu comme un acteur, quand il apprend un texte, en fait, il raconte la vie de tous les jours. On est totalement dans le film, puisqu'en fait, il faut être réel et être soi-même. Et certains acteurs qui sont formidables à l'écran sont en fait, en réalité, de grands timides. Oui. Sauf qu'une fois qu'ils montent sur scène, ou qu'ils, devant une caméra, tout d'un coup, ils changent, ils se métamorphosent, et là, tout le monde les regarde et ils arrivent à attirer la lumière, ce qu'ils ne font pas dans la vie courante. Dans la vie courante, ils sont totalement reculés. Vous travaillez justement au sein de l'administration des douanes. Est-ce que ça vous a aidé pour écrire tous vos livres? Non, pas forcément. Ça vous donnait le désir d'écrire? Non, le désir d'écrire, je l'avais déjà avant, puisque j'écris depuis, comme je l'ai dit, depuis que je suis gamin, j'ai très vite écrit. Mais j'écrivais pas pour être publié. Alors ça m'a donné peut-être le désir d'écrire dans une certaine mesure, parce qu'à un moment donné, après beaucoup d'années dans les douanes, je me suis dit, bon, j'en ai marre, il faut que je fasse autre chose. Et la seule chose que je savais faire, c'était écrire des livres. Donc c'était un peu une forme d'évasion, de se dire, je vais tenter le coup, je vais voir si ça marche. Ouais. Et ça a marché, miraculeusement. On peut le dire, totalement. Oui, parce que c'était quand même un plan foireux à la base. Je veux dire, ils s'imaginaient qu'on pouvait changer de vie en écrivant des livres. Moi, je dis toujours aux auteurs débutants, je leur dis, mais si vous pensez que vous allez devenir riche en écrivant des livres, oubliez. Oui. C'est pas un métier pour devenir riche. On ne devient pas riche en écrivant des livres. Écrire est une passion, c'est de partager? C'est une passion. Alors, moi, partager au départ, c'est très égoïste. Moi, je fais ça parce que j'adore faire ça. Et quand je suis en train d'écrire, je pense ni à mes lecteurs, ni à la critique, ni à la façon dont le livre va être accueilli. Je suis juste en train d'écrire le livre que j'aimerais lire, finalement. Non pas qu'il n'y ait pas de très bons livres qui soient publiés chaque année, mais je suis d'abord lecteur avant d'être auteur, donc finalement le livre que j'écris, je mets dedans tous les ingrédients qu'en tant que lecteur, j'aime trouver dans un livre. Alors justement, vos livres, quel est celui qui vous a plus apporté le plaisir? Est-ce que vous avez un... C'est toujours le dernier. Toujours le dernier? Oui, je pense que c'est toujours le dernier qui... Là, je viens de terminer un recueil de nouvelles, enfin, je viens de terminer des nouvelles, j'en avais quelques-unes qui étaient là depuis très longtemps, quelques-unes qui étaient même écrites avant Glacé. Oui, parce que le premier roman Glacé, c'était en 2011. C'est ça, enfin, moi je l'ai écrit en 2008-2009. Voilà, et il est sorti en 2011. Et il sort en 2011. Et il y a quelques nouvelles dans un recueil qui va paraître au mois d'octobre cette année, qui date d'avant Glacé, que j'ai écrit à l'époque où je faisais des concours de nouvelles. Vous ressortez les textes là. Et j'ai aussi écrit pour compléter le recueil récemment quelques nouvelles en plus, une bonne demi-douzaine. Et bon, franchement, moi, chaque fois que j'écris, c'est ce que je préfère faire au monde, en fait, être en train d'écrire. Du reste, là, j'ai commencé à écrire le prochain aussi avec Martin Servaz. Et s'il n'y avait pas Michel qui était venu me tirer de mon écriture pour venir dans ce petit village normand, quasiment en pleine canicule, je serais rentré chez moi en train d'écrire.
Donc si je ne suis pas en train d'écrire là, c'est sa faute. C'est sa faute. Et pourtant, vous savez qu'à Aotoy-Utouillet, il y a une histoire aussi. Oui, avec Yves Montand et Simone Signoret. Oui, on est passé devant la maison tout à l'heure. Oui. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose de formidable. Et justement, ce monsieur Yves Montand, il avait aussi eu des festivals et des prix. Vous avez reçu avec Glacé au festival du Polar de Cognac. Ouais. Qu'est-ce que ça vous... Ce succès, voilà, 2 fois justement. Je suis le seul auteur à avoir eu 2 fois. C'est ce que j'allais vous dire. 2 fois vous l'avez eu. C'est rare. Même les questions. Voilà, je vois ça. Et en fait, le succès vous a amené justement à l'adaptation télévisée après sur M6. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a procuré à ce moment-là d'avoir surtout les 2 prix Déjà, les prix, c'était une très belle récompense. En plus, le prix de Cognac était un prix qui a une grande visibilité et qui vous donne une certaine notoriété. L'adaptation, évidemment, on a tous envie d'être adaptés, d'être dans des séries à la télé, qui sont des fois des adaptations réussies, des fois un peu moins. Moi, voir Servaz interpréter Charles Berling, c'est un acteur formidable. Et Hartmann par Pascal Grégory, qui est un merveilleux acteur de théâtre et de cinéma. C'était évidemment une aventure formidable, même si je n'y ai pas du tout participé. Mais indépendamment de la satisfaction que ça peut procurer, aussi bien les prix que les séries télé, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des lecteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des romans et avoir plein de lecteurs. Et c'est la plus belle récompense, elle est là. C'est pas les prix, c'est pas les séries télé, c'est les lecteurs. C'est quand même une gratitude, quand même. Mais vous, c'est plus... bien sûr, pour le coup, avant de venir là, avec Michel Bussy, on était tous les deux sous les charmilles, on était tranquillement en train de boire un peu de cidre, une bolée de cidre dans un endroit magnifique, je ne dirais pas où, mais c'est très beau, pas loin de la Seine, sous les arbres. Après. Sous les arbres, et on se disait, mais quelle chance on a quand même de faire le métier qu'on fait, d'avoir autant de lecteurs, d'être lus. Il y a tellement de gens qui aimeraient être à notre place. Et donc en fait, on fait ce qu'on aime, on vit de notre passion et c'est formidable. Le reste, c'est the cherry on the cake. Alors vous aimez bien la Normandie, mais vous aimez aussi votre région quand même d'origine. Oui. Elle vous inspire par rapport à tous ces livres? Oui, j'ai grandi au pied des Pyrénées, j'ai passé les premières années de ma vie. La montagne, c'est vraiment un décor formidable pour un polar, pour un thriller. Parce que c'est vrai que la montagne est un personnage en soi dans mes romans, dans certains en particulier. Et puis la montagne, c'est quand même un milieu qui est à la fois fascinant, mais aussi hostile, quelque part. Très changeant. La météo dans la montagne change tout le temps. Vous pouvez avoir une journée qui commence ensoleillée, et puis de d'un coup, ça se couvre et ça devient... ça peut devenir même dangereux. Très dangereux. C'est comme la mer, hein. La montagne, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise jamais complètement. Quand on est en montagne et quand on est en mer, il faut être humble. Et donc ça rajoute, en plus du danger, ça rajoute quelque chose à des histoires qui sont déjà par elles-mêmes anxiogènes et à la fois irréelles ou réelles. Moi, je me considère comme un écrivain réaliste, très réaliste même. Je tiens vraiment à cet aspect-là des choses. Autant les scènes de crime sont quand même extravagantes, il faut bien le reconnaître. Je ne pense pas qu'aucun criminel n'aura l'idée de s'inspirer de mes romans, parce qu'il va vraiment se compliquer les choses. Il va se compliquer les choses. C'est quand même très compliqué de revenir. Justement, j'ai Philippe Basse que j'ai interviewé la dernière fois. Oui. Et Philippe qui a fait pendant une dizaine d'années Profilage. Et oui. Il aime beaucoup tous vos livres. Parce que justement, ayant été un peu le flic dans Profilage, il s'est retrouvé, il avait l'impression d'être vraiment dans les lieux. Et il aime beaucoup justement cette réalité à la fois que vous écrivez. Alors oui, comme je disais, autant je ne savais pas, j'en suis ravi, mais autant les crimes sont extravagants où il y a beaucoup d'imagination, où je laisse aller mon imagination, autant j'essaie d'être réaliste dans plein d'autres choses à côté, tous les à côté, policiers, les enquêtes. Bien entendu, il y a une part de fiction. En général, ça se passe sur 10 jours, 10 ou 15 jours, n'importe quelle enquête prend des semaines, voire des mois. Mais il y a des aspects qui sont où, là pour le coup, je fais très attention. Sur le dernier, sur les effacés, Lucia Guerrero fait partie d'un service qui s'appelle la UCO, l'unité centrale opérationnelle qui se trouve à côté de Madrid, en banlieue de Madrid. J'ai été là-bas, j'ai rencontré les vrais enquêteurs de la UCO. Oui, vous avez été sur le terrain. J'ai été sur le terrain, j'ai parlé avec eux, on a examiné un peu tous les aspects du livre où ils intervenaient pour voir si c'était réaliste. Je pousse d'ailleurs assez loin, voire très loin, le réalisme, puisque dans
dans Les Effacés, alors je ne veux pas trop spoiler, mais il y a une scène où un personnage est enregistré à son insu par son téléphone. Et comme il a tellement peur d'être... la conversation est tellement confidentielle, il ne veut absolument pas évidemment qu'elle soit enregistrée, en particulier par la police, il a enlevé... il a vérifié que Lucia n'avait pas de micro, il lui a retiré son téléphone, mais il a laissé le sien sur la table. Et son téléphone est activé à son insu, le micro de son téléphone. Or, je voulais être sûr, parce que je connais des écrivains qui sont très talentueux par ailleurs, hein, mais qui diraient, bon, ça m'arrange pour mon histoire, on va activer le téléphone, et puis... Non, moi je voulais être sûr que ce soit dans le contexte de la loi espagnole, dans le contexte judiciaire, juridique espagnol, je voulais être sûr que ça soit faisable. Donc j'avais vérifié qu'il y avait une loi de 2015 qui s'appelle la loi Leclim, qui autorisait ça dans un cadre très précis, avec autorisation d'un juge. Bon, c'est des enquêtes criminelles, le cadre est très précis, mais il se trouve que ça correspondait à ce que j'ai rencontré dans le livre. Donc j'ai été les voir, je leur ai dit, est-ce qu'il y a cette loi de 2015 qui existe? Est-ce qu'en fonction de cette loi, le microphone du téléphone peut être activé ou pas? Est-ce que c'est faisable? Et eux m'ont répondu ceci, ils m'ont répondu oui, c'est faisable, mais ça ne nous arrange pas que vous l'écriviez. Et donc je leur ai dit qu'est-ce que je fais? Je l'écris, je ne l'écris pas? Et bon, ils m'ont dit ok, allez-y, écrivez-le. Et je suis rentré en France et j'en ai parlé avec des policiers français qui m'ont dit en fait, dans ce cas de figure-là, en France, c'est pas possible. Parce que ça a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Donc en fait, les flics français qui voudraient bien faire la même chose, évidemment, ne peuvent pas. Et les flics espagnols peuvent. Comme quoi. Et ça, c'est des choses qui, moi, m'intéressent énormément. Je veux être précis là-dessus. Je veux vraiment être exact. Alors, dans le dernier, justement, Les Effacés, qui est juste magnifique, on appelle ça un pavé en librairie. C'est un retour en Espagne avec la Galice, avec Madrid. Ouais. Juste à poser deux mondes opposés, une femme plutôt pauvre qui se lève tôt et la femme riche. C'est quand même, je pense que, alors il faut bien expliquer que c'est un petit peu tout à fait dans la réalité des choses, à la date d'aujourd'hui, de la femme battue aussi. Oui, enfin il y a plusieurs sujets dans le livre. Il y a plusieurs sujets, c'est pour ça. Il se trouve que les victimes sont des femmes. D'un côté, il y a en Galice ces femmes qui se lèvent très tôt pour aller travailler et qui sont kidnappées sur le chemin du travail. Et de l'autre, ça c'est une première enquête, et il y a une deuxième enquête puisque Lucia est appelée en urgence à Madrid. Parce qu'à Madrid, une des plus grandes fortunes espagnoles, qui est aussi une femme, Marta Millán, a été assassinée. Et en plus, on a retrouvé dans son penthouse, en plein centre de Madrid, on a retrouvé ce message sur les murs, tuons les riches. Et donc, la hiérarchie de Lucia va lui donner comme priorité de résoudre l'enquête concernant cette victime-là, plutôt que les victimes en Galice, même si Lucia, elle, aimerait bien le résoudre aussi bien une affaire que l'autre, mais celle sur laquelle elle était déjà, c'est d'ailleurs les femmes en Galice. Oui. Et vous expliquez justement ce qui est bien en Galice, on domine aussi encore l'air. L'air, l'apostrophe à hier. El aire. Voilà. C'est une forme de mauvais œil en fait, c'est un rituel. Oui. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes rentré dans ce sujet par rapport au livre? Alors, ça c'est complètement par hasard. J'étais en Galice, effectivement, comme toujours, donc j'étais sur les lieux, tous les lieux qui sont décrits dans le livre existent, y compris le village abandonné, hein, il existe aussi, absolument tout. Donc j'étais là-bas en Galice et j'ai découvert qu'il y avait cette superstition qui existait, ça s'appelle el aire, en français l'air et l'apostrophe hier, qui était effectivement une forme de mauvais sort, comme si quelqu'un vous avait jeté un mauvais sort, le mauvais œil. Et donc les gens qui ont l'air et l'apostrophe hier, el aire, c'est des gens qui sont déprimés, qui n'ont plus envie de rien, qui sont fatigués, qui se lèvent le matin sans aucune volonté. Et donc, quand vous êtes comme ça, vous n'avez plus d'appétit, vous dépérissez. En Galice, on dit que vous avez l'air. Vous avez l'air. Et comme existe l'air, existent les femmes qui vont vous l'enlever, qui vont vous enlever cette espèce on appelle ça les guérisseuses. Des sortes de guérisseuses. Et dans les villages, il y en a, on en a rencontré effectivement, il y en a dans beaucoup de villages en Galice, il y en a. Et je me suis dit, ce rituel, alors en plus, j'ai rencontré des gens qui sont des gens a priori très pragmatiques, donc une famille d'ambulanciers de père en fils, qui y croyaient dur comme fer. Alors qu'ils sont ambulanciers, donc ils ont vu plein de choses, et ils croyaient dur comme fer. Il y en a un qui m'a dit, oui, moi je me suis fait enlever l'air, parce que j'avais l'air. C'était un homme de 40 ans, hein, c'était pas du tout... et donc, et en Galice, tout le monde avait l'air de savoir de quoi je parlais. Et je me suis dit, tiens, et comment mon ami est espagnol, je lui ai dit, tu connaissais ça, l'air, Madrid?
Il m'a dit, ah, pas du tout, j'ai jamais entendu parler. Et je me dis, ah, ça c'est intéressant, hein, quelque chose qui se passe en Galice qu'on ne connaît pas forcément dans toutes les régions d'Espagne. Et donc ce rituel, il se fait à base de, pour enlever l'air, pour guérir ceux qui l'ont. Il faut une paire de ciseaux, il faut un rosaire, il faut 3 gousses d'ail. C'est une recette de cuisine. C'est une recette de cuisine. Il y a tout un rituel autour. Il manque la sauge. Il y a tout un rituel qui se fait comme ça. Et donc, effectivement, le premier cadavre qu'on trouve dans le livre, il y a la paire de ciseaux, il y a le rosaire, il y a les 3 gousses d'ail. Et donc, les flics du cru comprennent tout de suite à quoi ça fait référence, bien entendu. C'est vraiment 2 enquêtes qui avancent petit à petit, qui se retrouvent en fait. Et il y en a une qui est prioritaire, effectivement, et une qui l'est un peu moins. Mais bien entendu, elles vont être... Et ça, il faut le lire. Elles vont être résolues toutes les deux à la fin, bien entendu. C'est le but du livre. Est-ce qu'on peut dire que vous transcrivez la réalité totale? Non, ça reste une fiction. C'est juste une fiction. Comme je l'ai dit, les enquêtes sont résolues en 10 jours, en 15 jours, ce qui n'arrive jamais dans la réalité. Ça se passe ici et maintenant. Donc il y a tout un contexte social, un contexte politique qui existe, qui est effectivement le reflet de la réalité, qui est, enfin en tout cas tel que moi je l'aperçois, ou tel que mes personnages l'aperçoivent. Mais il ne faut jamais oublier que c'est quand même qu'une fiction, même si de temps en temps j'ai des fans et des lecteurs qui ont l'impression qu'on a traversé le miroir parce qu'eux ils y croient dur comme fer. Quand mes lectrices et mes lecteurs viennent me parler, ceux qui me lisent depuis longtemps, quand ils me parlent de Servaz par exemple, on a vraiment l'impression que Servaz existe en fait pour eux, c'est pas un personnage de papier, il est sorti des livres. Et ça c'est la plus belle des récompenses pour un auteur. Justement, j'allais vous dire la belle reconnaissance de vos lecteurs, parce que vous leur dites. Moi je trouve ça formidable, que Servaz pour eux soit presque un ami ou en tout cas quelqu'un qu'ils ont l'impression de connaître. C'est merveilleux, quoi. C'est la plus belle des récompenses. Oui. En tout cas, ce qui est formidable... Ce qui ne m'empêchera pas de le tuer un jour. Ah. Mais bon, c'est pas prévu pour l'instant. La suite dans quelques instants, après la pute de page. Voilà. Je voudrais juste te dire une chose, c'est que ce qui est formidable dans les livres, c'est que vous avez un détail très précis des lieux, des endroits. Et on voit que vous avez vraiment été sur le terrain. Ah oui, parce que c'est... Moi, j'adore ce côté journalistique un petit peu, toute cette préparation avant même l'écriture. En plus, ça me permet de me rendre dans des lieux que je n'aurais pas forcément visités sans ça. Parce que j'essaie, par exemple, pour les romans espagnols, donc Lucia et Les Effacés, j'essaie d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément les plus connus d'Espagne. Il y a évidemment des gens qui les connaissent, mais je ne vais pas aller, par exemple, situer un roman à Barcelone, ou à Séville, ou à Valence, ou à Séville, ou à Grenade, parce que c'est trop connu, finalement. Je préfère aller à Salamanque, à Ségovie, qui sont des villes extraordinaires. Ou à Cuenca, dans le deuxième. Cuenca, il y a assez peu de gens qui connaissent. C'est vraiment un endroit à découvrir. C'est un endroit très spectaculaire. C'est une espèce de village perché sur un piton rocheux entre deux gorges. Complètement, mais c'est encore plus vertigineux. C'est des maisons suspendues au bord de la falaise. Et donc, je préfère finalement découvrir des endroits que les lecteurs français, en tout cas, ne connaissent pas forcément très bien. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté cinéaste. J'ai besoin de ce décor à chaque fois. C'est important. Alors, il y a une chose, vous pouvez faire peut-être un livre. Oui. Sur Toyotouye, c'est pas... Et un petit village, ça serait sympa. Alors c'est sympa. Le retour d'Yves Montand. Vous imaginez avec la bicyclette bleue. Ah ouais, alors je sais pas, il a déjà été exhumé une fois, mais bon. Pardon. Mais c'est quand même un petit peu petit. C'est d'accord. Puis là, je suis sur le territoire sur le territoire d'un certain Michel Bussy, donc en plus, voilà, je vais pas marcher sur ces. Chacun son coin. Exactement. Du moment qui vient pas dans le sud-ouest, je vais pas venir en Normandie. Bernard, je voudrais vous demander une chose. Vous connaissez le questionnaire de Proust? Vaguement. Oui. Alors, votre principal trait de votre caractère? Fidèle, loyal, reconnaissant. Et en même temps, le côté négatif de la chose, rancunier. Donc je n'oublie ni les crasses qu'on m'a faites, ni les gens qui m'ont tendu la main. Qu'est-ce que vous préférez chez une femme? Ou chez un homme? Non, il faudrait savoir. Les deux? C'est pas la même chose. Ah bah oui, c'est deux choses. Oui. Comme ça, vous faites les deux. Chez les deux, aussi bien les hommes que les femmes, l'intelligence d'abord. Mais chez les hommes, que l'intelligence. Chez les femmes, il y a d'autres aspects que j'aime aussi. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Qu'est-ce que vous appréciez chez vos amis? Pareil, la loyauté, la fidélité et surtout le fait d'avoir les mêmes amis que j'avais avant le succès. Voilà. Oui, des gens qui se fichent de savoir ce que je fais dans ma vie. Oui, être vous-même. Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que vous admirez le plus dans un arbre? Quel est l'arbre qui vous touche le plus? Non, c'est pas pareil. Il y a deux questions. Oui, c'est pour ça. Ce que j'admire, parce que moi j'aime beaucoup l'olivier, parce que je viens du sud, Ouais. évidemment, et en Espagne, alors, vous savez que les oliviers, par exemple, de Tolède, ne sont pas du tout les mêmes oliviers que vous pouvez trouver en Italie. Et au Portugal aussi, c'est encore autre chose. Tout à fait. Chaque olivier a sa personnalité, a sa forme, a son... Voilà, c'est Son identité. Oui. Votre couleur préférée? Le blanc. Votre fleur préférée? Moi, je suis pas très fleur. Moi, je m'en fiche un peu. Quand même pas les chrysanthèmes, mais bon. Je sais pas, j'aime beaucoup les roses. Les roses? Ouais. Oui. Les roseries, oui, j'aime bien les roseries. Le sport que vous préférez? Alors, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'exercices, donc j'aime tout ce qui consiste à lever des poids, des machines, des choses comme ça. Mais il y a plein de sports que j'aime. En tant que spectateur, j'aime le rugby, évidemment. Mais j'aime le foot, j'aime le tennis, j'aime plein de choses. Votre acteur ou actrice préférée? Difficile, ça. C'est difficile. Alors, Qui pourrait jouer le rôle? Ah ben, il y en a un qui est américain, donc ça va pas coller. Il s'appelle Matthew McConaughey. Je trouve que cet acteur est absolument extraordinaire. Je suis aussi la vieille génération, les gens comme Al Pacino et compagnie. Acteur français, Charles Berling, je trouve que c'est un acteur assez remarquable, mais il y en a plein. Alors, le bruit que vous aimez? Il y en a plein, du moment qu'ils ne disent pas pour qui voter. Oui. Ça m'énerve un peu les acteurs qui viennent dire pour qui il faut voter. Attention, il y a le mois de septembre, il y a le festival américain, je peux vous dire que ça va être quelque chose. Le bruit que vous aimez? Le bruit? Le bruit. Ah, je déteste le bruit. D'accord. Il faut que je travaille dans le silence. Donc, le son que vous détestez? Tous les sons qui me perturbent quand je travaille. En particulier, les gamins qui font du bruit chez les voisins. Alors, ça tombe bien, il n'y a que des vieux autour de moi, donc il n'y a pas de gamins. Je plaisante. On a de la chance. Votre mot préféré? Waouh. Mon mot préféré? Fin. Parce que ça veut dire que j'ai bien travaillé et que je vais pouvoir passer à autre chose. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir? Vous l'avez peut-être? Non, il faut savoir. L'écriture? Oui, mais ça, c'est pas. Je l'ai déjà, celui-là, donc voilà. J'espère. Ah oui. Alors, j'aime beaucoup dessiner. Je pense que je me démerde pas trop mal, mais par rapport aux dessinateurs que j'admire, et je suis un fan absolu de peinture et de dessin, j'aimerais avoir le don qu'ils ont, parce que c'est là où on voit les vrais et ceux qui essayent juste. Le coup de crayon, le bon coup de pinceau. Il y a quelques dessinateurs immenses pour lesquels j'ai la plus profonde admiration, et j'aurais aimé avoir leur don. Et les musiciens aussi, j'ai aucun don pour la musique. J'ai pas l'oreille absolue, j'ai une absence absolue d'oreille. Et ça, je le regrette énormément. J'aurais adoré être un chanteur de rock, mais c'est trop tard. Le métier que vous auriez aimé faire? Pas faire, pardon. Ah, pas faire ou faire? Pas faire. Pas faire. Quelque chose vraiment pas faire. Croque-mort, c'est pas trop mon truc. Ouais. Et pourtant... Oui, je sais, je tue beaucoup, mais... Votre devise? Ma devise, alors j'en avais quelques-unes, mais c'est ne jamais céder à la facilité. Je le dis souvent aux écrivains débutants, soyez exigeants dans les petites comme dans les grandes choses. Ne cédez pas à la facilité. Et le bonheur, pour vous, c'est quoi? Le bonheur, je crois que c'est pas trop loin de ce que je fais en ce moment. Peut-être partagé. Pendant 50 ans, j'ai fait autre chose, donc j'apprécie d'autant plus ce que je fais aujourd'hui. Merci Bernard Millier. Merci à vous. Juste une chose, vous ne les faites pas. Merci beaucoup pas quoi. et à très bientôt parce qu'il ne fait pas votre âge. Ah, d'accord. Ça s'appelle du bonheur. Ciao, 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 ciao. Merci.